Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Ces 10 derniers jours, le Maroc institutionnel a connu un coup d'accélérateur avec la nomination par le roi Mohamed VI de plusieurs présidents et responsables d'organismes constitutionnels. Du Conseil économique, social et environnemental au Conseil national des droits de l'homme, du Conseil de la concurrence à la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, en passant par la Commission nationale de protection des données personnelles et la délégation interministérielle des droits de l'homme, ce sont plusieurs nouveaux présidents et responsables qui viennent d'être nommés au titre du renouvellement de ces instances de contrôle et de gouvernance. Qui sont ces nouveaux responsables? Quelle sera leur mission et quel bilan pour les sortants? Nous y répondrons avec nos invités. En seconde partie et en actualité internationale, nous irons en France encore et toujours sous le coup, sous le choc et peut-être aussi sous le charme des Gilets jaunes, ce mouvement populaire aussi inédit que vaste, aussi inattendu que percutant, exigeant, intransigeant et parfois violent. Après un long silence, le président Emmanuel Macron a prononcé une allocution et annoncé un train de mesures. Mais sera suffisant pour calmer la colère des gens désignés comme étant la France d'en bas? Avec nous pour débattre aujourd'hui de ces questions, Naïm Kamel, directeur de Quid.ma, Abdelhamid Belkhta, professeur de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat et Abdelhafid Oualalou, vice-président de l'Institut marocain des relations internationales, plus connu sous le nom de IMRI. Merci à vous trois et bienvenue. Nous avions pris l'habitude de voir les mêmes personnes à la tête de ces institutions jusqu'aux dernières nominations royales. Ainsi donc, du 17 novembre au 6 décembre, en moins de 3 semaines, ce sont 6 grandes nominations auxquelles le roi Mohamed VI a procédé. Au Conseil économique et social, c'est Ahmed Rida Chami. Au Conseil national des droits de l'homme, Amina Bouayash. À la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle, Latifa Akhrabache et Ben Issa Esloun comme directeur de la communication audiovisuelle. À la délégation interministérielle des droits de l'homme, Ahmed Chouki Ben Youb. À la Commission nationale de protection des données personnel Omar Serrouchni et au Conseil de la concurrence, Driss Gerraoui. Alors, un petit tour de table pour voir qui sont les nouveaux nommés. On commence par vous, Naïm. Si vous voulez, oui. On y va, vous choisissez. Vous. Bah, écoutez, je note que la plupart viennent de la gauche, ou de la gauche modérée, globalement, sauf peut-être Omar Serrouchni au Conseil... non, pas Omar Serrouchni, pardon. Chouki Ben Youb, mais il n'est pas concerné, je crois, alors qu'il a été nommé aux droits de l'homme, et c'est très important à mon sens. Donc nous avons Ahmed Rida Chami, qui est un économiste, qui est venu de l'USFP, qui est passé par... Économiste ou ancien chef d'entreprise? Ancien chef d'entreprise. Et qui est passé par Bruxelles. On a Amina Bouayash, une militante. À Bruxelles, c'est-à-dire ambassadeur auprès de l'Union européenne, pas en bilatéral. Oui, en Union européenne. Et Amina Bouayash au Conseil national des droits de l'homme qui vient remplacer Driss Yazami, qui a assez duré à la tête de cet organisme, qu'il était peut-être temps de renouveler le sang de cet organisme, sachant que la continuité sera d'une certaine manière assurée par Sbar, qui est secrétaire général. Qui est maintenu secrétaire général. Qui est maintenu jusqu'à nouvel ordre du mois, qui est maintenu secrétaire général. Nous avons Latifa Akhrabache, elle est un peu atypique dans cette fournée, puisqu'elle vient vraiment d'un cursus académique. C'est une enseignante, chercheuse, qui a beaucoup animé. Dans le domaine de la communication. Dans le domaine de la communication. Voilà. Elle a été directrice de l'Institut du journalisme. Elle a été d'abord enseignante. Elle a d'abord été étudiante, pour revenir à la base. Puis enseignante, puis directrice. Puis elle a été directeur de la radio, ou directrice de la radio nationale. Et avant de devenir secrétaire d'État aux affaires, avant de verser un peu dans la diplomatie, ce qui va la mener vers des ambassades d'abord dans des pays de l'Europe de l'Est, et puis après en Tunisie. Et en Tunisie. Et voilà. Aujourd'hui, elle retombe dans son bastion, la communication, l'audiovisuel, qui est normalement... Elle retrouve ses anciennes amours. On continue le petit tour de table rapide. Donc, Abdelhafid Oualalou, un mot sur les nouveaux nommés?
Effectivement, ce sont des personnalités connues, d'autres peu connues de l'opinion publique, ou moins connues. Ils sont pratiquement tous connus. Comme a dit si Kamel, une bonne partie vient de la gauche marocaine, essentiellement de l'USFP. Et pour vous dire que des institutions qui sont stipulées par la nouvelle Constitution 2011, c'est le chapitre 12 qui en parle. Je préfère parler d'institutions que de personnes, mais ce sont des institutions de la bonne gouvernance. Des personnes maintenant, si vous permettez. Des personnes, oui, ce sont... Voilà, rapidement, un petit tour de table, comme a fait Naïm, on parlera des institutions, bien entendu. Ce sont des... bon, je commence par des amis. Madame Bouayache, qui était avec moi à l'OMDH, au premier bureau de l'OMDH, elle était trésorière du premier bureau de l'OMDH depuis décembre 89. Donc, nous étions ensemble dans cette dynamique des droits de l'homme, avec Aziman comme président. Moi, j'étais vice-président. Et vous avez Madame Bouayache, qui était aussi vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme et qui était ambassadeur à Stockholm. Jusqu'à sa nomination. Jusqu'à sa nomination. Monsieur Graoui, Idriss Graoui, connu par sa fibre sociale, parce qu'il a fait pas mal de recherches, des études sur le social, sur la pauvreté. Il était aussi très actif dans le milieu de la jeunesse, puisqu'il était à Dakhla, présidait un forum à Dakhla. Monsieur Benyoub, oui, à la délégation. C'est un avocat affilié il y a longtemps à l'OADP. Il a écrit un ouvrage avec Boudarqa sur le bilan de l'Institut Équité Réconciliation. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le domaine des droits de l'homme. Donc c'est bien qu'il est dans ce poste pour les droits de l'homme. Madame Akharbash, bon, comme ça a été dit, c'est une journaliste ouverte d'esprit. Elle est là pour... elle n'a pas été journaliste, elle était prof de journaliste. Elle était prof de journalisme, elle était à l'Institut, directrice de d'art. Elle a fait de la diplomatie, en passant par les affaires étrangères comme secrétaire d'État. C'est une femme très studieuse. Pour être ambassadeur en Bulgarie, puis en Tunisie. Donc, c'est une femme qui travaille, ouverte d'esprit, comme je dis, et elle est là pour faire le gardien du pluralisme. Ce mot pluralisme revient beaucoup depuis sa nomination, puisque ce sont ces institutions qui exigent des réformes actuelles. Et je pense qu'avec M. Chami, c'est aussi le milieu de l'entreprise. Oui. Et son père aussi, il était à la CGM. Et donc, il a fait un petit tour à Bruxelles pour s'occuper des dossiers, des accords de pêche, accords agricoles. Et je pense qu'il a fait du bon travail pour il était à la manœuvre, le Maroc. Et s'il est nommé dans ce poste, c'est pour avoir une vision sur le nouveau modèle économique et social dont tout le monde attend. Et je pense que c'est une bonne chose. Au moins, on a tourné la page de cet amalgame entre un leader politique et aussi président de ce Conseil économique et social. Très bien. Alors, Abdelhamid Belkhtab, quelle est l'importance de ces 6 institutions? On sait à quoi elles servent, mais prises dans leur ensemble, qu'est-ce qu'elles représentent dans la marche institutionnelle du pays? Oui, ce sont là des institutions qui ont été prévues par la Constitution elle-même, mais ce sont des institutions qui sont censées être des institutions consultatives, c'est-à-dire des institutions... je viendrai, oui, justement. Ce sont des institutions qui sont censées être consultatives, c'est-à-dire qu'ils doivent apporter un certain nombre d'informations, de conseils au gouvernement. Et on a estimé qu'il s'agit là d'institutions qui s'intéressent à des domaines qui sont considérés comme des domaines stratégiques. Et on a voulu les soustraire au travail du gouvernement et les confier à des institutions indépendantes, en quelque sorte. D'accord ? Maintenant, entre ces institutions, il y a des institutions qui sont au-delà du fait de leur compétences consultatives, sont aussi des instances décisionnelles, c'est-à-dire nous pouvons les considérer comme des administrations autonomes en quelque sorte. Ce sont devant des institutions administratives indépendantes, c'est-à-dire indépendantes.
Pourquoi? Parce qu'ils se soustraient, et ils sont en quelque sorte, ils échappent au contrôle du gouvernement, puisque le gouvernement dispose de l'administration. Et pourtant, plutôt ces institutions, prennent des décisions administratives. Ce sont des sanctions, donc, il y en a des deux, accréditations. Je parle ici surtout du CNDH, du Conseil de la concurrence et de la ACA. Est-ce qu'elles ont un pouvoir coercitif? Oui, la ACA, oui. Le Conseil de la concurrence. Ils peuvent émettre des sanctions. Le CNDH, non, les autres, non. Ah oui, même le CNDH. Pourquoi? Parce qu'il accrédite justement les observateurs aux élections. Et ce sont là, l'accréditation est un acte administratif en soi. C'est-à-dire, il peut faire un rapport. Il accrédite dans la mesure où le gouvernement accepterait. C'est-à-dire, il faut d'abord une décision politique. La décision d'accréditation en elle-même peut être attaquée en justice. C'est ça le critère pour qualifier d'un acte administratif, c'est le fait d'être, peu importe l'institution qui a pris la décision. L'essentiel, c'est que la décision doit être peut-être, je dirais, attaqué en justice auprès de la justice administrative. Le fait d'accréditer une institution ou un organisme pour l'observation des élections, c'est un acte. C'est un peu comme le Conseil de la concurrence, non? C'est contrairement à un pouvoir coercitif clair, net, à imposer des sanctions, des amendes. Voilà ce que dit le texte du Conseil de la concurrence dans son article 2. Le Conseil dispose d'un pouvoir décisionnel en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique. Donc, on voit très bien que nous sommes là devant des actes administratifs. Sanctionner, ça relève de la compétence administrative. Pour ce qui est de la ACA, le DAIR, par exemple, ou la loi 1115 nous dit tout simplement que dans son article 4, il reçoit les demandes des licences et autorisations et déclarations relatives au secteur de la communication. Donc recevoir. Et puis il édicte les normes juridiques et techniques applicables à la mesure des audiences, des programmes, des opérateurs. Et puis il contrôle aussi le respect des normes internationales en la matière. Donc on voit très bien que nous sommes là devant des actes qui sont de nature administrative. Donc au-delà de la nature consultative, nous avons aussi, je dirais, des compétences consultatives. Comment ? La ACA n'est pas c'est carrément décisionnel. C'est une institution décisionnelle qui avait essentiellement pour charge la libéralisation de l'espace audiovisuel national. Naïm Kamal a été sage à la ACA dans les années 2000, donc il connaît bien le... J'ai été, disons, un membre fondateur, en quelque sorte, entre guillemets. Je faisais partie de la première fournée. Donc je connais bien. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de prérogatives. Mais à l'époque, ce n'était pas un organe constitutionnel, la ACA. Non, c'est venu après la Constitution de 2011. Oui. Très bien, alors on reste avec vous. Comment vous lisez justement ces nominations en série, c'est-à-dire en moins de 3 semaines? Ce sont 6 organismes de contrôle et de gouvernance extrêmement importants qui sont nommés. Je répéterai ce que dit un peu tout le monde. Il était temps. Parce que, quoique on a une expression, un sentiment de lassitude, parce que, alors qu'au fond, quand on voit les durées des mandats qui ont été exécutés ou accomplis, ils ne sont pas énormes. Ça varie entre 5 et 7 ans. Il y a des conseils où ça a duré beaucoup plus longtemps. Il y a des organismes ou des administrations où on voit les gens naître, grandir et mourir à leur poste. Là, c'est disons, le turnover est beaucoup plus rapide. Maintenant, ce qui s'est produit, c'est qu'au Maroc, nous avions connu une dynamique très importante avec le début du règne dans le début des années 2000. On est parti, la fleur au fusil, réformer le pays, l'instance réconciliation, libéralisation de l'audiovisuel, régulation de la concurrence, protection des données, beaucoup de chantiers et beaucoup de rêves et beaucoup d'idées. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. C'était dans la politique globale qu'avait tracé le roi pour le début de son règne. Et puis il y a eu un moment, on va dire,
un coup de pompe peut-être, un coup de fatigue, et on a eu l'impression que beaucoup d'institutions, dont la HACA, le Conseil de la concurrence, un peu moins le CNDH parce qu'il est souvent interpellé, parce que c'est un sujet de tous les jours, sont entrés en latence, en expectante, ou disons dans une certaine expectative. Et là, routine, quoi. Là, je crois qu'on est en train de retrouver, avec ces nouvelles nominations, je l'espère du moins, un nouveau souffle qui va redonner à toutes ces institutions ou à tous ces organismes une nouvelle mission, une nouvelle fonction, celle vraiment de consolider d'abord les acquis et puis de faire avancer, qu'il s'agisse des droits de l'homme, qu'il s'agisse de la libéralisation de l'audiovisuel, parce qu'il y a un moment donné où même la réglementation et la régulation deviennent obsolètes. Et il faudrait laisser le champ libre à la libre expression, justement. Ou alors la concurrence, il faut ajuster pour qu'on n'aille plus des accusations comme on l'a vu non, pour le pétrole avec oui, une remarque. Oui, c'est sur le Conseil de la concurrence. C'est lui qui a déclenché cette dynamique de nomination royale, je pense, avec le boycott, avec le secteur des hydrocarbures qui a donné une commission d'enquête au niveau du Parlement. Et il y a l'opinion publique qui se demandait où est ce Conseil de la concurrence. Donc on est sur le réglementaire. En plus, son président, il était en chômage technique, comme on dit. C'est lui qui demandait qu'il soit ou bien remercié ou bien qu'il continue son travail. Donc, depuis 2013, il avait dépassé son délai. Depuis 2013, cette institution de la bonne gouvernance stipulée dans la Constitution qui était gelée. Vous avez un truc à terminer parce que je voudrais rester avec Abdelhafid pour poser une question sur le CES qui est devenu CESE, dont on attend toujours le décret d'application pour les nouveaux membres, etc. Vous terminez ce que vous disiez, on repasse à la je voulais dire juste que pour la réglementation de la concurrence ou pour la régulation de la concurrence, c'est toujours un secteur difficile et épineux. Si j'ose dire, c'est un nid de vipère. Là où vous mettez la main, vous risquez d'être mordu. C'est toujours délicat, très difficile. C'est pour ça qu'il y a un organe de contrôle. C'est parce que c'est difficile, justement. Oui, mais la plupart du temps, j'espère que maintenant ça va aller mieux. Ça ne peut pas aller mieux. Et pour Abdelhafid Oualalo, rapidement, s'il vous plaît, parce que sur le CES, qu'est-ce qui se passe? On attend des décrets d'application, c'est fait, c'est pas encore fait pour les nouveaux membres. On en parlait hors studio tout à l'heure. Oui, après la nomination de son président, je pense qu'il y a des réformes à faire. Il y a des dossiers. C'est un grand chantier, le Conseil économique et social et environnemental. Pardon ? Quel type de réforme pour le Conseil de l'économie? Réformer la façon de faire, réformer sa gouvernance, réformer les procédures. Son mode de fonctionnement, quoi, avec les décrets. Il y a d'abord ce modèle économique et social que tout le monde attend. Donc, je pense que le Conseil économique et social est toujours appelé, sollicité par le Parlement, par le gouvernement, pour donner son avis, pour participer à des enquêtes, pour faire des études. Et je pense qu'il a fait tellement de rapports qui sont malheureusement toujours dans des tiroirs, que maintenant, il fallait faire autre chose. Il fallait passer à une autre étape, c'est d'être actif, c'est d'être vraiment avant de passer à cette au niveau nouvelle de étape, l'information et de l'actualité. Avant de passer à cette nouvelle étape, Abdelhamid Belkhatab, quel bilan tirez-vous pour les sortants? Là, il y a une nomination en rafale, il y a pas mal de personnes qui viennent. Quel a été le bilan des premiers, des partants? Nous avons un bilan mitigé, donc je ne peux pas dire que nous sommes devant un bilan 100% positif. Oui, pour un certain nombre d'institutions, comme l'a dit Naïm Kamel pour le CNDH, par exemple, il a fait un bon travail durant ces dernières années. Le Conseil économique et social qui a été repris aussi, dans les résolutions de l'ONU sur le CNDH. Très bon travail. On ne peut pas faire mieux. Oui, il a fait des enquêtes qui sont... vous savez, ces enquêtes et ces avis consultatifs sont là pour cadrer et orienter le travail du gouvernement. Pour que le gouvernement, c'est une manière aussi de contrôler l'action gouvernementale, qu'on le veuille ou non. Pourquoi? Parce qu'il est tenu
de prendre en considération ces avis-là. Oui, ils sont toujours consultatifs, les avis consultatifs, mais ça reste quand même que ce sont des avis qui sont construits sur la base d'une approche scientifique plus ou moins, des études qui ont été faites, de rapports si tu permets, ciblés c'est surtout le rapport et détaillés. Le rapport sur le capital immatériel qui a été fait avec la Banque du Maroc, qui était très important, documenté avec des chiffres. Et ça permet souvent de consolider donc, les orientations du gouvernement, mais aussi parfois de les remettre en cause. Vous savez, surtout en ce qui concerne ces questions de taux de croissance, de chômage, etc. Nous sommes devant des institutions qui peuvent apporter des droits de l'homme aussi. Nous sommes devant des institutions qui peuvent apporter des compétences, mais aussi des avis qui sont très, très, très ponctuels sur un certain nombre de problèmes. Donc, ça reste quand même assez positif. Mais pour ce qui est du Conseil de la concurrence, là, il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que c'est un conseil qui n'a pas pu exercer ses compétences comme on l'a souhaité dès le départ. Là, quand on l'a vu, il y a un certain essoufflement ces derniers temps. Il n'y a plus ce dynamisme qui a été le sien. Mais excusez-moi, je vais vous interrompre une seconde, Abdelhamid Belkhatab. Ces 6 organismes, à l'exception de la Commission nationale de contrôle des données personnelles, qui n'est pas connue du grand public, parce qu'elle est en train de faire un travail de fond, mais les autres organismes sont tous très connus, ont tous été extrêmement médiatisés dans leur action. Et puis pour le Conseil de la concurrence, et là je rebondis sur ce que vous dites, pour le Conseil de la concurrence, effectivement, il a tardé, effectivement, il était en jachère, mais là, avec le boycott dont parlait Si Wallalou, il y a eu une demande, quelque part, des médias, de la société. Donc ça veut dire que quelque part, le travail a été fait. Le président sortant, Abdelali Ben Amour, s'est rappelé un peu au bon souvenir de tout le monde en disant que nous avons des rapports, nous avons ce qu'il faut, mais on ne peut pas les sortir parce qu'on n'est pas encore dans la légalité. Voilà, maintenant, c'est chose faite. Donc quelque part, on peut considérer que ces organismes ont fait leur travail, puisqu'on en a parlé, on en a beaucoup parlé, beaucoup plus qu'avant les années avec la Constitution. Oui, ils ont fait leur travail. Je laisse terminer, vous réagissez sur si le vous voulez. Consultatif, je dirais oui, mais bon, est-ce que le gouvernement a pris en considération les avis qui ont été émis par ces différentes institutions? Je crois que souvent, non. Souvent, il y a un décalage entre ce que fait le gouvernement et les avis. On a vu avec les études répétées du Conseil des droits de l'homme qui n'ont pas du tout été prises en considération par le gouvernement dans beaucoup de secteurs. Oui, le Conseil de la concurrence, c'est un cas à part. Pourquoi? Comme vous l'avez dit, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'arsenal juridique qui cadrait son travail, donc il n'y avait pas de possibilité pour imposer ses avis comme le font les autres. Mais généralement, je crois que nous sommes devant des institutions qui sont là pour cadrer, orienter, informer le gouvernement. Et c'est là leur tâche et leur fonction essentielle. Parfois, oui, mais malheureusement, on se demande aussi du niveau de leur indépendance. Parce qu'on suppose que nous sommes là devant des instances qui sont autonomes par rapport à qui? Par rapport à l'exécutif, mais généralement, ils ne doivent pas être totalement indépendants du Parlement. Ils doivent être aussi sollicités par le Parlement. Et on voit que les rapports... du Parlement, indépendamment... Voilà. Oui, Kamel, vous poursuivez ou non? C'est pour l'indépendance. Moi, je veux juste cette notion d'indépendance, il va falloir la relativiser. L'indépendance... Vous étiez indépendant, vous, à la KBM? On était autonome. Autonome. Il n'y a pas d'indépendance réelle pour n'importe quel... Vous prenez, et on le disait, vous prenez le CSA français. Dont s'est inspiré le législateur marocain pour créer la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Quand vous avez, quand bien même pour un mandat limité dans le temps et non renouvelable, un président qui vous nomme le président et plusieurs membres et le Parlement, vous êtes dépendant de la puissance nominatrice. Et on peut pas, mais on est indépendant par rapport, par exemple, au gouvernement. On est indépendant, par exemple, par rapport au Parlement. Le Parlement peut solliciter. Un avis, peut saisir, mais il ne doit avoir aucune autorité sur... Et quand on parle d'autonomie, la plupart du temps, c'est une autonomie financière dans la gestion. Et juridique aussi. Parce que l'AACAI, c'est une personne morale.
Oui, donc il a une certaine autonomie juridique. On va laisser revenir sur l'aspect juridique, j'arrive à vous. Quand vous devez, Oui. non, pardon, rien qu'un détail. Sur Quand vous l'indépendance, devez vous avez- négocier avec le Premier ministre ou le chef du gouvernement votre budget annuel, vous êtes pris à la gorge. C'est-à-dire, si à un moment ou à un autre, vous êtes saisi par le chef du gouvernement et On que va se vous ne retrouver- on va se retrouver pour la satisfaites deux- on va se pas à sa re- demande, on va faire- il peut vous en vouloir et au moment de la discussion d'un budget. On va se Donc, retrouver dans quelques instants après la pub. À tout de suite. Rebonjour, nous reprenons notre débat de la première partie sur les nominations royales à la tête de plusieurs départements, plusieurs organismes constitutionnels, avant d'aller en France pour discuter de l'actualité des Gilets jaunes. Pour ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Naïm Kamal, directeur de Quid.ma, Abdelhamid Belkhta, professeur de Sciences Po à l'Université Mohamed V de Rabat, et Abdelhafid Oualalou, vice-président de l'IMRI, l'Institut marocain des relations internationales. Alors, pendant la pause, le débat a continué. Il était très animé parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces différents organismes. J'ai une question pour vous trois. Est-ce que vous ne pensez pas que ces nouveaux arrivants tombent à point nommé parce qu'il y a eu quand même beaucoup de changements? On peut considérer que sur la première vague, on va dire, des 5-6 dernières années, il y avait une question d'installation de ces organisations, de ces organismes. Maintenant, nous avons par exemple une nouvelle génération qui arrive avec de nouveaux réflexes, de nouvelles exigences en matière numérique, les réseaux sociaux qui ont fait ce qu'ils ont fait, les nouvelles générations aussi et concept des droits de l'homme, dont on parle de plus en plus, les exigences en matière de bonne gouvernance, d'absence de concurrence économique. Est-ce que vous ne pensez pas donc qu'ils tombent à point nommé, c'est le cas de le dire, sans jouer sur les mots, et c'est parti pour une nouvelle génération? On fait un tour de table avant de passer au deuxième sujet. On commence par vous, Naïm. Abdelhamid Belkhta, Abdelhafid Oualalou. On y va. On vous écoute. Forcément, ça ne pouvait que tomber à point nommé. On l'a dit tout à l'heure, on était arrivé à la fin d'une phase. Il fallait renouveler le sang. Maintenant, bon, il y a les prérogatives de chaque instance. Il y a son domaine d'action, son espace. Et il est connu, il est défini. Et peut-être qu'il va falloir travailler sur l'amélioration des procédures, l'amélioration du cadre juridique de l'un ou de l'autre, pour l'affiner, pour l'adapter aux besoins actuels et pas aux besoins qui ont été à l'origine, il y a peut-être 10 ou 15 ans de la création de ces instances. Il y a cet aspect. Je sais que pour un certain nombre d'organismes, c'est en cours. Mais il ne faudrait jamais oublier qu'en dehors de l'exercice des prérogatives que leur attribue le cadre légal, que ce soit d'Ahir ou que ce soit une loi ou un décret, et ces institutions devraient avoir la particularité de pouvoir réfléchir. Ça devrait être des laboratoires de réflexion. Quand on parle du Conseil, le Conseil économique et social et environnemental, il devrait non seulement répondre aux questions actuelles et de ce temps, mais également réfléchir, produire des idées nouvelles, prospecter des voies nouvelles pour le développement du Maroc. Idem pour toutes les autres institutions qui doivent produire des pistes et des idées. Alors, Abdelhamid Belkhta, le monde va vite, le Maroc va vite. Est-ce que ces nouveaux responsables iront vite? Je l'espère. J'espère tous. Nous avons besoin des institutions qui vont vite, à la vitesse même du dynamisme de la société et de ce qui se passe dans le monde. Donc je crois que ces institutions sont là, fonctionnent en quelque sorte comme des think tanks, mais des think tanks qui sont plus ou moins institutionnels. Et ça permet justement de fournir un travail, de faire un travail d'accompagnement du gouvernement, parce que les politiques publiques que le gouvernement essaie d'appliquer et les programmes qu'il essaie d'appliquer sont souvent très aléatoires et très délicats. Et là, nous sommes devant des institutions qui peuvent, plus ou moins grâce aux informations qu'elles récoltent, mais aussi grâce aux études et aux recherches, ainsi que les rapports qu'ils entament, ils peuvent justement fournir une certaine évaluation à mi-chemin
de ces politiques publiques qui sont et plus ou moins indépendantes, d'une évaluation indépendante du gouvernement, de ce qui se fait sur le terrain. Donc je crois qu'ils ont une fonction assez importante à jouer, donc nous espérons qu'ils seront à la hauteur. Ils ont du pain sur la planche. Hafid Oualalo, un commentaire sur ça. Ces institutions de la bonne gouvernance. Qui dit gouvernance dit évaluation des politiques publiques, dit transparence financière et dit aussi contrôle. Donc on revient toujours au principe responsabilité, reddition des comptes. Donc ces institutions ont un rôle très important étant donné que la société marocaine a changé, le monde change d'une manière très vite, à un rythme très avancé, et aussi il y a des défis. Il y a des chantiers qui sont ouverts, il y a des réformes très attendues par l'opinion publique. Et je pense, si on prend le Conseil de la concurrence, c'est pour faire face au lobbying, pour faire face à la mondialisation, à la concurrence, la compétitivité. Tout ça, ce sont des choses qui interpellent tout le monde, y compris ces institutions. D'ailleurs, le Conseil national des droits de l'homme, comme le stipule la Constitution, c'est une institution pluraliste et indépendante. Elle est là pour protéger, défendre et aussi... surtout suivre l'évolution des droits de l'homme. Il y a des nouveaux concepts qui arrivent. Et aussi préserver le droit à la santé, le droit à l'éducation, ce sont des droits de l'homme. On n'en est plus à la violence. Donc, il y a cette dynamique, c'est bien. Mais il y a d'autres institutions qui attendent des nominations, telles que l'instance nationale de probité et de lutte contre la corruption, dont le président la série de nominations. Il est ambassadeur à Londres. La série de nominations, on va continuer très certainement. On attend toujours d'autres nominations pour faire de cette dynamique, disons, une anticipation à ces problématiques nouvelles et suivre l'actualité avec, bien sûr, les réseaux sociaux qui interpellent tout le monde et qui posent des problèmes. Donc, il faut faire face et il faut anticiper, faire des études, faire des enquêtes, donner des avis qui peuvent servir et aux décideurs politiques, mais aussi au Parlement. Alors, vous savez quoi? Donc, on va leur souhaiter bon courage et on va se donner rendez-vous d'ici 5 ou 6 mois pour faire un premier état de ce qu'ils auront fait, parce que ce sont des gens qui sont au fait de leurs responsabilités, qui sont parfaitement formés, qui sont parfaitement expérimentés. On va voir, on leur souhaite bon courage et on passe au second thème. Et ça fait donc maintenant plus d'un mois que la France vit au rythme des samedis de contestation. Une contestation, comme je le disais en introduction, populaire inédite, exigeante, intransigeante, violente, souvent violente. Il aura fallu 3 semaines pour que le Premier ministre Édouard Philippe reçoive les Gilets jaunes et accède à leurs demandes sur la taxe carbone et sur le prix du gaz et de l'électricité. Rien n'est fait et c'est le président Macron lui-même, en début de semaine, qui est monté au créneau, annulant même un voyage pour une conférence mondiale, en l'occurrence l'adoption du pacte des migrations à Marrakech, s'est fait représenter par son secrétaire d'État. Alors, Naïm Kamal, où en est la situation aujourd'hui en France, après un mois de contestation, alors que l'acte 5 se prépare pour demain? Tout dépendra de la réaction des Gilets jaunes, d'abord au discours du président, et c'est ce week-end qu'on va voir comment l'ensemble, parce qu'on a vu que dans le détail, il y a des réactions mitigées. Il y en a qui disent c'est que dalle, et il y en a qui disent c'est un début. Mais il y a un sondage qui dit que 60% des Français n'ont pas trouvé leur président convaincant. Oui, ils n'ont pas trouvé. Vous savez, je vais vous dire une chose, ce n'est pas pour dire du mal des Français. Ils n'ont jamais rien trouvé de satisfaisant. C'est une culture. Non, je suis désolé. Vous trouvez ça? Et pourtant, c'est un pays qui a inventé pas mal de choses. C'est peut-être pour ça qu'ils évoluent. Je vais revenir à ce point, mais je termine ce que je disais. Ça dépend aussi des répercussions de l'attentat qui a eu lieu. Vous savez, parfois, on a l'impression que la France est irréformable. Chaque fois, on sait que l'État... Pourtant, elle se réforme. La réforme des cheminots de la CNCF est importante. Oui, l'État... Mais combien de... L'État-providence, on sait que l'État-providence français est arrivé à bout de ses moyens et de ses capacités. Et à chaque fois qu'un président, un Premier ministre a tenté d'engager une réforme pour sauver, soit ou moderniser les retraites, la compagnie, le travail, l'emploi, les jeunes, avec tout ce qu'on peut dire, et pour ne pas remonter très loin, pour ne pas revenir à De Gaulle qui a eu en face de lui mai 68,
et puis l'échec du référendum à cause de la réforme de la régionalisation. Je reviendrai à Alain Juppé en 1995 et à Chirac. Et on a fait tomber Alain Juppé, qui était un excellent Premier ministre, qui a failli être un excellent président, sur le travail des jeunes. La rue l'a obligé à quitter le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils en sont. Après, donc on attend l'acte 5. Par la suite, oui. on a eu l'expérience, toujours avec Chirac et Dominique de Villepin, on a eu l'expérience avec François Hollande, on a eu l'expérience avec Nicolas Sarkozy. Chaque fois qu'un pouvoir, qu'un gouvernement, qu'un exécutif nouveau tente de faire quelque chose, il y a la rue qui bloque. Aujourd'hui, les Gilets jaunes ne font pas exception. Ils ont cette particularité. Et c'est là où c'est très important, comme en mai 68, sans être comparable à mai 68, parce qu'on est dans d'autres conditions, d'être un mouvement issu de la base, issu de néant, qui fait fi de toutes les organismes d'intermédiation. Et c'est le problème de pouvoir créer avec eux un dialogue, une négociation. Abdelhamid Belkhteb, est-ce que, d'après vous, Emmanuel Macron a été persuasif dans son adresse aux Français de 13 minutes en début de semaine? Est-ce qu'il a répondu aux attentes, par exemple en décrétant l'état d'urgence économique et social? Est-ce que ça se décrète, ça, un état d'urgence économique et social? Il ne peut pas être convaincant. Pourquoi? Parce que le stress et la surcharge, je dirais, est arrivé jusqu'à un niveau où il est difficile pour le président de désamorcer la situation. Donc nous sommes là devant un cumul de plusieurs gouvernements, de plusieurs présidents. De 40 ans. Et surtout, nous parlons de sociétés post-industrielles, de sociétés aussi post-matérielles. Je ne crois pas que les Français aujourd'hui cherchent du pain. On cherche de la pauvreté. La conception de la pauvreté chez les Français, c'est ne pas pouvoir sortir le week-end, c'est ne pas pouvoir aller à la fin de l'année. Oui, malheureusement. C'est ne pas pouvoir se chauffer toute la saison. Ce sont des choses, là, le fioul est très cher. Non, il y a un ras-le-bol général quand même. Il y a un salaire médian inférieur à 1 800 €. Oui, mais ça reste quand même 1 800 €. Donc nous ne parlons pas de pauvreté. Ne voyez pas ça. Je vous parle. Je suis en train d'expliquer pour arriver à ce point-là. Donc nous sommes devant des revendications qui sont dans leur base, qui se basent sur la non-reconnaissance. Et d'ailleurs, les chercheurs ont déjà, ça fait des décennies qu'ils parlent de cette capacité du système économique actuel en Europe de chosifier les individus. Les individus sont devenus des choses, des produits, des numéros. Nous sommes devant un mouvement qui réclame la visibilité. Les gilets jaunes en soi, c'est un signe ostentatoire de visibilité. Je suis là, j'existe. Et tout le monde, c'est pourquoi ils sont en quelque sorte, ils ne peuvent pas être organisés, ils ne veulent pas de leader, etc. Donc nous sommes devant un mouvement social qui revendique plus de reconnaissance. Et la reconnaissance, d'ailleurs, il y a des philosophes qui ont parlé sur ce problème de lutte de reconnaissance comme Axel Honneth. Ça fait des années. Il y a 3 niveaux pour que l'individu soit... Alors, excusez-moi, je vais revenir à cette question avec vous, Abdelhamid Belkhteb, sur les revendications constitutionnelles, institutionnelles qui sont les Gilets jaunes, mais revenons à Macron. Est-ce que Macron, d'après vous, est arrivé à arrêter les choses ou pas? Arrivera à arrêter les choses? Il ne peut pas, il n'a pas les moyens. Et c'est ça le malheur, parce que le problème maintenant qui se pose, c'est qu'on veut tout. Et on a une certaine... On a un ras-le-bol. L'État n'a ni les moyens ni le temps dans l'immédiat d'agir à la proportion des exigences qui sont formulées. Et encore, il y a l'absence aussi de médiateurs. Donc nous sommes devant la rue et vous ne pouvez pas satisfaire toutes les demandes individuelles. Il y a des demandes individuelles qui sont derrière. Généralement, les partis politiques, les syndicats faisaient quoi? Ils faisaient l'agrégation de ces demandes et leur reformulation en termes politiques, c'est-à-dire en des programmes politiques applicables. Là, nous sommes devant un amalgame, une mixture, de revendications qui ne sont pas transposables au niveau politique, c'est-à-dire que ne sont pas applicables politiquement parlant. Très bien. Vous avez un commentaire rapide, s'il vous plaît. Ce qui est curieux dans ce mouvement, c'est que Emmanuel Macron est quelque part un peu l'émanation de ce ras-le-bol. Ce ras-le-bol qui rejette
toutes les interventions. Il en a profité en 2017 et il en paye le prix en 2018. Est-ce qu'il aurait été président? Alors justement, Abdelhafid Oualalou, est-ce que ce mouvement de Gilets jaunes n'est pas à mettre en perspective des différents mouvements de contestation qu'a connu le monde occidental? Là, on a eu par exemple les indignés il y a quelques années, puis il y a eu une nuit debout, puis le Brexit, puis l'élection de Donald Trump. Est-ce que ce n'est pas finalement un ras-le-bol général ou une démocratie à l'occidentale qui atteint ses limites? C'est vrai, il y a une prise de conscience chez le citoyen moyen, comme quoi les partis politiques considérés comme des instances classiques, c'est toujours la droite, la gauche, il y a une alternance entre les deux, les élections passent, les gouvernements passent, les parlements changent, mais c'est une situation qui est devenue maintenant inacceptable par une bonne partie de la société qui réclame autre chose que la démocratie représentative. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, ils s'adressent maintenant à leurs maires, à leurs élus dans les départements, dans les villages. Ils demandent une politique de proximité, ils demandent... Finalement, ils demandent la politique que les Suisses ont compris bien avant tout le monde. Donc les référendums, ce sont des citoyens qui ont d'autres revendications. Il y a des attentes qui ont été exprimées depuis longtemps, mais malheureusement, le temps passe trop vite. Et M. Macron en a profité aussi de ce vide politique pour faire son mouvement En Marche et pour être élu président de la République française, où il y a des traditions de partis politiques, de débats idéologiques, des syndicats très forts, de grèves, de manifestations organisées. La Révolution française est connue, mai 68. Moi, ce que je remarque, c'est avec les Gilets jaunes, il n'y a pas la présence de l'élite, comme ça a été en mai 68, où il y avait Jean-Paul Sartre, où il y avait Cohn-Bendit, où il y avait les gens de la Sorbonne, il y avait des intellectuels Il y a un élément d'explication. Oui, parce que tout le monde se considère comme un leader. Il y a maintenant l'atomisation de l'action politique. L'action politique n'a plus de coût. Ça devient pratiquement... Il y a autre chose. Oui. Rapidement, on va laisser... Je termine... Il termine rapidement. Très rapidement. Alors, comme ça, j'ai une question à vous poser justement sur Nuit debout. Allez-y. Sur le mouvement. Contrairement à mai 68. Mai 68, on avait la gauche dans la rue. Aujourd'hui, on a d'abord les ultras de tous bords. On a l'ultra-gauche et les ultras de la droite. On a un ras-le-bol. On le laisse terminer. Je voudrais revenir à ça avec vous, justement. Vous avez les abstentionnistes. Oui. Il est difficile, dès lors, de générer un leadership unique qui peut mener le mouvement à bon port. C'est ce qui devient intéressant. Vous terminez. Moi, je pense que tout cela, c'est sous la bannière de comment répartir les richesses de cette France. Ah, ben, c'est le problème de tout le monde. Donc, c'est lié au pouvoir d'achat, des gens qui n'en peuvent plus. C'est une colère qui a été exprimée comme ça, des chefs de famille, des employés, des commerçants, des hommes et femmes qui sont dans la rue, qui bloquent des autoroutes. Donc il y a quelque chose, il y a une solidarité entre eux pour passer la nuit. Transversale. Donc c'est une colère organisée. Et même M. Macron, il a reconnu dans son discours une colère dernier, peut-être pas organisée, civilisée, mais pas organisée. Qu'il a tardé à réagir. Il l'a reconnu. Donc il y a eu des samedis qui se répètent aux Champs-Élysées. Justement, on en est à le président était très attendu par l'opinion publique. Maintenant qu'il vient avec des mesures considérées comme des mesurettes pour certains, considérées comme des petites réformes, il faut en tenir compte. Donc la grande question, est-ce que le samedi prochain sera toujours aux Champs-Élysées comme ailleurs? Oui, Abdelhamid. Il a terminé, donc je commence. Voilà. Oui, non, mais il a enflammé les militants de toujours, donc je vois. Vous savez ce qui se passe actuellement. Il y a une transposition de l'action politique du réel vers le virtuel. Et le virtuel a créé un nouveau phénomène. Enfin, c'est un phénomène ancien, mais c'est lui de l'individualisation de l'action politique. C'est-à-dire l'action politique ne se fait plus dans des institutions où il y a une pesanteur institutionnelle, une discipline. Maintenant, tout le monde veut être visible. Tout le monde a une opinion à formuler. Tout le monde se considère comme appartenant à l'élite. C'est Facebook dans la rue. Oui. Pourquoi? Parce que justement, le coût de l'action politique a été diminué à zéro. Maintenant, auparavant, il fallait militer dans un parti politique, il fallait être présent, il fallait se soumettre à cette bureaucratie. Il fallait une professionnalisation de la contestation, alors que maintenant, c'est tout le monde qui peut. Ils ont besoin de la reconnaissance. Et la reconnaissance a 3 dimensions.
comme je l'ai dit tout à l'heure, une dimension juridique, c'est-à-dire ils doivent se sentir protégés par la loi. Vous voyez très bien que les gens souffrent d'une certaine insécurité, je ne sais pas comment, mais pour eux, il y a une insécurité. Et puis, ils doivent être protégés économiquement, c'est-à-dire qu'ils aient les moyens pour un pouvoir d'achat suffisamment bon par rapport à la richesse qui est accumulée dans l'État. Et puis, un troisième volet, une troisième dimension qui est l'affection, l'amour. Et vous savez, la société des individus qui est celle-là, c'est une société éclatée où l'individu se sent comme un égotisé. Robot. Voilà, il est robotisé en quelque sorte. Il n'y a plus d'amour. Et je crois que nous sommes là devant un phénomène, un mouvement qui va reformuler tout cela. Et c'est ça les caractéristiques. Le président a parlé d'amour. La société post-matérielle. Donc nous sommes devant une posture post-matérielle. Alors je reviens à vous pour une question sur les demandes constitutionnelles. Naïm Kamal, Nuit debout, c'était il y a à peu près 3 ans. Nuit debout, c'était un mouvement de contestation contre la loi travail. Et c'était un mouvement d'ailleurs inédit où on disait des choses terribles. Faisons-leur peur, apportons-leur la catastrophe. C'est ce qui se dit d'une certaine manière actuellement. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette nuit debout était finalement un échauffement général d'une population qui a commencé à avoir un ras-le-bol et que les politiques n'ont pas su lire ça et on a ce qu'on a aujourd'hui? Il est toujours difficile de lire un événement quand il se déroule. C'est quand il atteint son impact qu'on commence rétrospectivement à en voir les effets. C'est comme ça. Il aurait pu être lu entre 2016 et 2019. Il y a quand même 3 ans qui sont passés. Et une élection présidentielle. On a cru qu'on pouvait influer sur le. C'est humain aussi en politique. C'est de croire qu'on peut toujours influer sur le cours des événements. Et j'imagine que les politiques français ont été dans cette logique quand ils ont vu le mouvement Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on est dans l'indice que, comme on le disait tout à l'heure, c'est Facebook dans la rue. Chaque individu s'exprime. Et chaque individu apporte ce qu'il a à dire et veut être entendu. D'où la difficulté, d'où la cacophonie, parce qu'on entend tout et rien. Et le grand problème aujourd'hui de la France, et je crois demain d'autres pays en Europe et même dans la périphérie européenne qui vont subir à peu près la même dynamique pour imposer peut-être ce qu'on avait déjà commencé à esquisser quand il y a eu la crise des subprimes en 2008. L'économie d'aujourd'hui, le système économique d'aujourd'hui, et le système social qui en découle sont en train de s'épuiser et qu'il va falloir inventer un autre système. Et ce n'est pas pour rien qu'au Maroc, on parle du nouveau modèle de développement économique. Bien entendu, une nouvelle génération de jeunesse, une nouvelle génération de réseaux sociaux. Alors, vous parlez tout à l'heure de génération post-matérielle ou de contestation post-matérielle. On demande aussi, on pose des questions, on exige des réformes institutionnelles, comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça dépasse un peu le rôle. Je viens à vous pour conclure. Le vrai problème, c'est que nous sommes arrivés à un point où les citoyens n'ont plus besoin de représentation. Ils n'ont plus confiance en leurs représentants. Ils veulent eux-mêmes se représenter politiquement. Donc, ils n'attendent plus rien. Et d'ailleurs, cette idée, l'a formulée Rousseau, ça fait 200 ans maintenant, 250 ans, quand il a dit que, pour ce qui est de la démocratie représentative, les Anglais se trompent s'ils se considèrent comme libres le jour de l'examen. Et ils le sont le jour même, le jour même du vote. Après, ils retournent tout simplement à leur misère. C'est-à-dire on leur donne la liberté le jour du vote et après ils retournent. Maintenant, les citoyens demandent de s'impliquer continuellement dans ce que fait l'État, ce que font les politiciens. Et d'ailleurs, l'une des questions qui se pose aussi, c'est de savoir pour qui gouverne l'État et les institutions de l'État. Généralement, l'État doit gouverner pour l'intérêt des citoyens et pas le contraire. Maintenant, ce qu'on voit dans des systèmes comme des États forts comme la France, vous avez un État qui est pratiquement indépendant, des élites politiques indépendantes, professionnalisées par rapport au reste du citoyen. Et il y a une remise. Il faut revenir toujours au contexte économique international, c'est cette mondialisation. C'est ce système capitaliste, ce système libéral
qui crée des inégalités sociales et qui met pas mal de citoyens en dehors de la société. Et c'est pour cela qu'il y a un ras-le-bol de cette situation. Les gens n'en peuvent plus. Et je pense que la société française évolue. Elle a d'autres attentes, bien qu'il y a des acquis sociaux. D'ailleurs, les Champs-Élysées, on saccage des boutiques de luxe. Donc c'est la richesse. Alors, dernière question. Merci, Naïm Kamal. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a demandé aux États-Unis de ne pas s'ingérer dans une affaire intérieure. Oui. Intéressant. Oui, c'est récent, c'est nouveau. C'est intéressant. D'habitude, c'est la France qui interfère dans les affaires des autres. C'est elle qui est la patrie d'abord des droits de l'homme, et c'est elle qui donne des leçons aux autres. D'où d'ailleurs beaucoup d'amusement un peu partout dans le monde, où on commence à dire à la France, voilà ce qu'elle doit faire. Erdogan qui dit il faut de la retenue, Trump qui s'amuse, et on le voit, les communiqués que font les internautes sur Facebook, les Africains, etc., qui disent à la France ce qu'elle doit faire face aux manifestants. C'est une façon un peu de s'amuser de la France qui a toujours été dans une politique d'ingérence. On l'a vu récemment de manière catastrophique en Libye, en Syrie et ailleurs. On va voir si la France va continuer à réagir comme ça. Mais maintenant, on leur souhaite de régler ce problème et assez rapidement. Et ils passeront à autre chose. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. À la semaine prochaine. Merci.